Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 65 de la Pause Café, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Arnaud n'est pas là, on va peut-être pouvoir en placer une. Arnaud, si tu me regardes, c'est gratos. Et c'est moi qui le remplace. sur la dernière, c'est moi qui parlais tout le temps, quoi. C'est vrai que tu tiens aussi beaucoup le crachoir. Et donc, on a également avec nous donc Wael, comme je disais, Wael qui est là depuis quelques semaines avec nous pour le spécialiste doc et training. Et avec nous aujourd'hui, Laurent. Laurent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille comme OL chez Symfony. Et chez Symfony, je m'occupe de toute la création des produits technologiques qui aident nos équipes de consultants chez les clients. Trop bien. Donc, on va parler de solutions au bout d'un moment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on ait un petit débat sur un truc qui nous arrivait avec Wael il n'y a pas plus tard que il y a 3-4 jours, où on discutait avec un directeur qualité et il nous disait moi mon problème numéro 1, c'est que mes opérateurs ne connaissent pas les procédures. Alors, je pense que c'est effectivement un problème, mais je suis pas sûr que ça soit son problème numéro 1. On est d'accord, c'est la cause racine à laquelle il arrive, parce que son problème numéro 1, c'est plutôt de libérer à temps, de fluidifier son throughput, ou plutôt ses flux. Et puis, il creuse. Ce qui bloque, c'est un peu la libération, un peu les déviations. Les déviations sont beaucoup en lien avec la maîtrise du processus. La maîtrise de processus, elle doit être déclinée dans une documentation standardisée et qui doit être maîtrisée par les utilisateurs. Donc, lui, il arrive à la conclusion que mon problème, c'est que mes gars ne connaissent pas la doc. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi. Fondamentalement, le problème est plus complexe que ça. Ouais, et la question naturelle qui vient, c'est ok, ils connaissent pas la doc, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la doc déjà qui fait qu'elle est difficile à maîtriser ? Il y a peut-être une question à creuser de ce côté-là aussi. Et même, c'est le cas, hein. Je pense que tu as eu un bon réflexe, c'est-à-dire qu'effectivement, ce laboratoire ne fait probablement pas de procédure, c'est pas comme tu dis, c'est pas son gagne-pain, et le but du laboratoire, c'est de fabriquer des produits efficaces à temps pour les patients, quoi. On est d'accord. Et donc, quand tu regardes ce qui se passe, il y a probablement plein d'autres trucs qui se passent avant de savoir que les opérateurs ne connaissent pas la procédure. Mais même en tant que cause racine, je m'interroge quand même. Est-ce que le fait que les opérateurs ne connaissent pas les procédures génère autant de bazar que ça, quoi ? Oh là là. Alors, par quel bout je vais commencer ? Non, parce que, en fait, moi, je suis en train de travailler sur un petit article assez intéressant qui dit que au plus tu mets de règles, au moins tu responsabilises les gens et finalement, au moins ils les respectent. Ouais. Et donc, le fait d'avoir des procédures dans tous les sens qui décrivent 100% de ton activité, finalement, tu vas finir par déresponsabiliser tes personnes et elles vont finir par plus rien respecter, quoi. Et tu sais, Paul-Adrien, moi j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile. En tant que leaner, je faisais du lean manufacturing et la première règle qui était en place, c'était comment faire en sorte de standardiser le way of working, le geste, la pratique, pour qu'il y ait la moindre variabilité possible au niveau de l'exécution, pour que je puisse mettre sous contrôle l'intégralité de mes processus et mes flux. Donc oui, fondamentalement, dans le sens où la personne doit comprendre ce qu'elle fait pour qu'elle le fasse bien et qu'elle réagisse bien, c'est très important. Et là, ça relève de la formation. Mais la formation, elle est constituée de la formation théorique plus la formation pratique. Après, on reviendra sur la partie formation plus en détail. Maintenant, c'est ultra important aussi de mettre sous contrôle le processus. Mettre sous contrôle le processus, que ce soit dans l'exécution, que ce soit dans ses paramètres, que ce soit dans le maintien du bon fonctionnement du processus, ça passera par une définition des standards. C'est la façon la plus logique pour s'affranchir de la variabilité humaine. Okay. Oui, donc c'est plutôt un juste équilibre à trouver entre je comprends ce que je fais
et je le fais de la meilleure manière. Tu vois, les deux ne sont pas nécessairement contradictoires. Je comprends ce que je fais, ça veut dire je sais que j'exécute correctement et je sais pourquoi je fais un contrôle ou pourquoi je dois maintenir une telle température ou pourquoi je fais un tel IPC ou pourquoi je dois faire le nettoyage de telle ou telle manière ou de faire l'habillage de telle ou telle manière, de rajouter des gants ou que sais-je, de désinfecter, ainsi de suite. Donner du sens, à ce que je fais et pourquoi c'est important ce que je fais pour plus tard. Mais par contre, dans l'exécution, il y a des bonnes pratiques et sur lesquelles il faudra capitaliser pour maximiser la performance. Tout simplement, c'est pas pour rendre les gens des machines, non, c'est pour mettre sous contrôle le processus, mettre sous contrôle, limiter la variabilité. Moi, ça, c'est ma philosophie. Donc, le fait de standardiser, alors, le moyen le plus facile, le plus simple, le plus direct, c'est plutôt de mettre ça dans une documentation. Une documentation qui soit accessible. Donc, il y a un ensemble de prérequis qui doit être couvert, que ce soit accessible rapidement, que ce soit plus rapide de consulter un document que de poser la question aux collègues, tu vois, Paul-Adrien. C'est un vrai enjeu. Et qu'elle soit correcte tout le temps. Et qu'elle contienne les informations dont j'ai besoin. On a parlé de ce que c'était la formation efficace, la documentation efficace déjà. Et donc, une fois que tu as mis sous contrôle ton processus, tu l'as documenté de la bonne manière, là, tu peux, en quelque sorte, t'assurer que l'exécution se fasse d'une manière homogène, sans variabilité majeure. Ça te permet aussi de limiter tes déviations et tes écarts, en tout cas, limiter les erreurs humaines. Maintenant, à côté de ça, prendre une documentation comme ça, ultra détaillée, qui reprend précisément ce qu'il faut faire, sans expliquer pourquoi on fait les choses, là, pour le coup, on en crée des machines. Je ne sais pas si c'était ça ton point, Laurent, ouais. Moi, non, j'ai un autre point à rajouter, c'est il y a un adage qui dit et on le vit de plus en plus au jour le jour, c'est trop d'informations tue l'information. Ouais. Et donc si on donne trop d'infos aux personnes, il y a deux corollaires à ça. Soit ils en retiennent pas la moitié parce qu'on leur laisse pas le temps, soit il faut leur donner beaucoup de temps pour se former, parce que on a une capacité d'attention et de retenir les choses qui reste limitée. C'est humain, c'est limité. Et donc il faut soit cibler son information pour rentrer dans la fenêtre, soit prévoir le dispositif et le temps nécessaire aux gens pour assimiler toute l'information. Mais il y aura pas de magie. Si tu fais un truc de 100 pages hyper détaillé et que tu veux que la personne retienne tout, il va falloir lui donner beaucoup de temps, parce que pour retenir en détail 100 pages, enfin tous ceux qui ont fait des études universitaires doivent se souvenir des heures et des heures de blocs pour retenir leur syllabus. Ça prend du temps. Il y a pas de magie à ça. Et donc je crois qu'il y a un juste équilibre à trouver entre avoir quelque chose de suffisamment précis et détaillé pour cadrer, comme tu dis, et faire en sorte qu'on limite la variabilité, et quelque chose qui ne met pas trop longtemps à être maîtrisé par les gens, parce que sinon on a peut-être quelque chose d'hyper bien cadré mais que personne ne maîtrise, ou vice versa, on a quelque chose que tout le monde maîtrise mais il y a 3 infos dedans et du coup ça cadre pas du tout. Il y a un équilibre à trouver inévitablement. Tu es d'accord avec ça, toi, Paul-Adrien ? Franchement, je suis assez d'accord, je trouve ça plutôt juste. Après, dans l'industrie pharma ? Ouais, bah en fait, le problème dans l'industrie pharma, c'est qu'effectivement, je pense on cherche à mettre beaucoup trop de choses, et c'est là où il y a effectivement je sais pas trop quoi en penser, entre le triptyque d'une documentation juste, une formation efficace et des comportements et une exécution du geste finalement qui est optimale. C'est pas facile à se mettre au bon niveau, et je pense que l'industrie pharmaceutique a beaucoup trop investi, a mis beaucoup trop haut sur un piédestal en tout cas la quantité de documentation versus l'accompagnement des personnes dans le geste, et surtout en fait la coopération entre les personnes, quoi. C'est-à-dire si tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose qui est pas conforme, qui est pas correct, ou qui va en tout cas qui se prépare mal, quoi, ben du coup c'est
arrêter ce que tu fais, aller voir l'autre, lui expliquer, voilà, machin, tu peux, enfin, et voilà. Et en fait, c'est cette coopération spontanée des personnes entre elles qui fait qu'à mon avis, on aurait vraiment beaucoup plus de facilité et donc finalement la présence terrain, l'accompagnement des personnes à avoir des produits de qualité, quoi. Hmm. Bah, écoute, moi j'ai rencontré dans ma carrière les deux cas de figure. Le cas où les industries, ou l'industriel ou le site mise beaucoup sur la maîtrise pointue de ses collaborateurs, de ses opérateurs. Il a beaucoup misé sur la formation initiale, un accompagnement de terrain très robuste, etc. Et le cas de figure où on a une documentation ultra complète, mais surtout, là, le point clé, c'est accessible. Ça veut dire à partir de accéder à n'importe quelle information en 3 clics. Ok. L'indicateur là qui tranche, c'est le nombre d'erreurs humaines. Ok. Fondamentalement. Et le nombre d'erreurs humaines, moi je le voyais beaucoup plus élevé là où on a misé sur l'humain que là où on a misé sur le système. J'entends par là, on a laissé un peu de liberté dans l'exécution aux opérationnels. Il y avait beaucoup plus d'écart que là où la documentation, elle était extrêmement robuste. Mais la documentation à elle seule ne suffit pas, on est bien d'accord. Il faudra la formation qui va bien derrière. Là, tu vois, donc c'est plutôt, c'est un partage de vécu, hein. C'est un partage de vécu. Tout simplement. Maintenant, ce que vous dites est ultra pertinent et je suis d'accord avec Laurent, trop d'informations tue l'information. Je suis d'accord avec toi, Paul-Adrien, qui a une culture à avoir. Et c'est pour ça qu'on a les 3 systèmes, hein, qu'on a l'AQ opérationnel qui est là pour veiller que les bonnes pratiques de fabrication soient appliquées sur le terrain et que les gens bénéficient de l'accompagnement qui va bien. Et que toutes les démarches et les initiatives et les actions qualité qui sont menées sur le terrain doivent en quelque sorte donner lieu à de la sensibilisation, à l'accompagnement des opérationnels, à leur montée en compétences et surtout renforcer la culture qualité. Donc ça, c'est un volet, la partie AQOps. Et à côté de ça, on a aussi la documentation qui va bien et la formation qui va bien. Qui est là pour justement donner un socle standard et harmonisé pour l'intégralité des collaborateurs pour qu'ils fonctionnent dans les meilleures conditions possibles. Et le risque que tu prends quand quand tu documentes pas tout en quelque sorte ou quand tu standardises pas tout, c'est que tu dépends aussi de l'expertise des uns et des autres. Et dès qu'il y a un turnover, dès qu'il y a des départs, là, tu es plutôt à risque. Moi, j'ai rencontré des sites où il y a des choses, notamment côté maintenance, qu'une seule personne sache faire. Ça, c'est classique. Tu sais quoi ? Je te prends un exemple très, très concret. Il y a des prélèvements qui sont faits chez un grand que seules 2 personnes sur site savent faire. Ouais, après, ça, c'est... Ouais, après, c'est aussi probablement je sais pas s'il y a une technicité dans le geste ou bien quoi, hein, mais... non, mais t'as raison, en tout cas. Laurent, je sais pas si tu voulais réagir. Je t'avais vu bouger. Non, je suis assez d'accord avec tout ça. Mais tu vois, effectivement, je pense que t'as raison. Il faut avoir en tout cas il faut avoir décrit l'information critique, quoi. Dans tous les cas, ça c'est sûr. Il faut pas perdre la connaissance. Ça me paraît, ça me paraît être un point central. Après, derrière, c'est comment est-ce que tu fais pour décrire le reste et en fait, comment est-ce que tu le passes? Comment est-ce que tu le passes? Il faut le décrire. Vaste enjeu, déjà. Il faut le décrire. Vaste enjeu. Et ça, on en a parlé, la procédure vidéo, c'est une bonne alternative parce que tu captes précisément ce qui est fait, le meilleur geste, etc. Avant de créer une procédure vidéo, il faut bien s'assurer qu'on capte bien les bonnes choses, qu'on fasse attention aux points d'attention qualité, points d'attention performance et surtout aux points d'attention EHS également. Et puis la deuxième clé sur la partie documentation, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est l'accessibilité à l'information. En gros, il faut mettre en place... Nous, on propose par exemple une navigation par
dans le process mapping. Donc, en gros, j'accède à l'étape, enfin, je sélectionne que je suis en production, je sélectionne que je dois faire de la compression, je sélectionne l'étape de nettoyage et ça me donne, ou de vide de ligne. Je sais pas, après, il faudrait, ça, on a dit, mais c'est ce qui est fondamental finalement, c'est quand t'es en train de faire ton processus de compression, je sais pas, t'avais l'air de partir sur la compression. Ouais. Je pense pas que les opérateurs se disent ah punaise, je vais faire une erreur là, c'est sûr, il faut que je prenne ma documentation. Ah non, mais il fait le truc, il se passe quelque chose et là derrière déviation quoi. Ouais, j'en sais rien. Mais tu vois, je pense pas que la documentation dans la majorité des cas soit une grosse cause d'erreur humaine quoi. Ok. C'est pour ça que je suis étonné par rapport à ce que tu me disais sur justement le fait que tu as réussi à réduire les erreurs humaines avec une documentation mieux décrite. Parce que finalement, c'est tes mecs, ils sont fatigués, ils font des processus toute la journée, c'est difficile, etc. Et c'est là où effectivement je pense que l'effet positif vient de la clarification du processus de départ, mais derrière, le fait que les procédures soient bien écrites, elles vont pas influencer sur la façon d'agir des mecs qui sont là depuis longtemps. Ouais, je comprends. Alors, en fait, une fois qu'on a posé ce constat, oui, on peut travailler, c'est ce que je disais, la QOps devra travailler avec les opérationnels pour qu'il y ait les meilleures dispositions possibles. Oui, il y a des choses à faire avec les opérationnels pour augmenter l'attention, pour renforcer l'engagement lorsqu'on fait des opérations, etc. La documentation, il faut la voir comme un airbag, quoi. En cas d'accident, il faut que tu le trouves tout de suite. C'est en cas de doute, et il faut que tu ailles trouver l'information en 30 secondes. C'est uniquement là-dedans. Il ne faut pas imaginer que les gens, à part peut-être au QC ou à part lorsqu'on est sur des opérations qui reviennent trop peu, il ne faut pas imaginer que les gens, ils ont leur documentation à côté, ils sont en train de la consulter systématiquement. Loin de là. Par contre, lorsqu'ils ont une documentation, notamment le format vidéo, enfin j'en parle parce que j'ai beaucoup de retours d'expérience là-dessus, et ben en fait ils y vont beaucoup plus. Parce que c'est facile, c'est rapide, ça leur prend 30 secondes littéralement pour trouver l'information. Donc quand il a le moindre doute, attends, je me rappelle plus, enfin c'était lequel, à gauche ou à droite, il clique dessus, il voit que c'était à gauche. Tu vois, et ça, on le remarque beaucoup après les transformations qu'on fait chez certains clients. Les nouveaux arrivants sont beaucoup plus à l'aise avec les process que les anciens et avec la documentation que les anciens. Fair enough. Et parce qu'ils ont été formés sur base de cette documentation, parce qu'ils ont connu que ça, parce qu'ils ont... Tu reviens sur la clé de la formation. Avec ça, parce qu'ils ont acquis des nouveaux réflexes, etc. Mais pour revenir à ton point, fondamentalement, oui, les gens n'ont pas leur documentation à côté d'eux constamment, ils ne vont pas consulter constamment, mais l'enjeu, c'est de faire en sorte, c'est qu'au lieu de faire l'erreur, c'est en 30 secondes consulter. En cas de doute, si tu sens, enfin tu le sens quand même, tu as des doutes, tu exécutes des choses, même si tu le fais tous les jours, un jour tu ne te lèves pas du bon pied, tu as les idées un peu floues, t'embête pas, ouvre ta doc, suis-la, débranche ton cerveau, j'ai envie de dire, et suis ta doc étape par étape. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Débranche ton cerveau. Ça reste un support, ça reste une aide. Ça n'empêche pas le reste, ça n'empêche pas le travail fondamentalement de la QA opérationnelle, ça n'empêche pas le travail fondamental à faire sur la culture qualité et l'engagement au poste de travail, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'idée d'une documentation efficace, c'est d'avoir un support consultable en 30 secondes pour trouver n'importe quelle information en cas de doute. Au lieu d'aller appeler le collègue ou appeler le superviseur et empêcher X et Y. Et je reviens sur le point initial. L'autre intérêt majeur, c'est de capitaliser sur l'expertise, de capitaliser sur les bonnes pratiques, d'éviter le départ d'expertise avec le départ des personnes. Et ça, c'est une vraie douleur. C'est une vraie douleur.
Moi, j'expliquerai les process complexes du type vaccin ou du type, ou j'en sais rien, dans la biotech ou des choses comme ça, il y a une vraie dépendance. On l'a ressenti. Laurent, tu voulais réagir dessus? Bah, tu disais tout de suite, c'est l'importance de de la formation. Les nouveaux qui ont été formés sur le nouveau système sont plus efficaces que les anciens qui n'ont pas été formés dans le nouveau système. On peut avoir la meilleure doc du monde si les gens ne l'ont jamais découverte avant le moment où ils sont sur le poste de travail où ils en ont besoin, donc ils n'ont pas été formés à la doc, elle servira à rien. Il faut surtout dans des grosses docs. Ça me permet vraiment de faire le lien avec le training, parce que là, comme on a dit tout à l'heure, la formation, il y a une partie théorique où je dois comprendre ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais, donner du sens à ce que je fais. Il y a une partie pratique. Alors la formation pratique, du coup, elle devient basée sur la documentation en question. Ça veut dire que ça ne dépend plus de l'expertise du senior formateur qui vient et chacun a sa façon de faire. Non, tout c'est basé sur la documentation qu'on a créée sur la formation terrain. Et comme ça, mon support de formation pratique constitue mon support du quotidien de demain. Mais il ne faut surtout pas négliger la partie théorique, la partie initiale, la formation initiale. Ce qu'on fait habituellement, l'accueil, la formation en salle, etc. C'est des choses importantes. Importantes dans le sens où je dois donner du sens. Je dois comprendre pourquoi je fais les choses. J'en ai pas besoin tous les jours. Tous les jours, j'ai pas besoin de pourquoi il y a un système d'assurance qualité. Et j'ai besoin de comprendre l'assurance qualité est là pour mettre sous contrôle la qualité de la production, etc. Et ça nous permet d'avoir des produits conformes aux spécifications qui ont été soumises aux autorités et qu'on peut le prendre en toute sécurité. Et donc, donner du sens à ce qu'on fait, c'est une chose. Se former sur le terrain, c'est autre chose. Et donner du sens, c'est très, très important aussi. Et pour le coup, paradoxalement, il y a des entreprises qui le négligent, en quelque sorte, par manque de moyens principalement, honnêtement. Moyens, de temps, etc. De temps et de moyens, ça revient même. Et d'autres et d'autres qui en mettent beaucoup au détriment de la formation pratique. Donc, l'idée, en tout cas, nous, dans notre vision, dans notre façon de faire, c'est de rendre cette formation la plus efficace possible. La plus efficace, ça veut dire qu'elle doit être... Il y a 3 critères. Qu'elle doit être adaptée au profil. Je ne vais pas raconter les BPF de la même manière à un directeur de qualité qu'à un opérateur. Et de même, je ne la raconte pas de la même manière à un opérateur qui fait de la centrale de pesée qu'à un opérateur qui fait du remplissage, qu'un opérateur qui fait du conditionnement ou que quelqu'un qui est au QC ou quelqu'un qui est aux maintenance. Donc, elle doit être adaptée au profil. Elle doit être donnée au bon moment, parce que si je donne une formation sur quelque chose que je vais faire l'année prochaine, j'ai largement le temps de tout oublier. Et elle doit être dans le percutante, impactante sur le plan pédagogique. Ça veut dire qu'il y ait la bonne approche pédagogique. Oui, c'est le terme, c'est l'approche pédagogique. Je ne sors pas une mitraillette pour tuer une mouche, quoi. Donc, en d'autres termes, je ne vais pas mettre des tartines sur une compétence facile, classique, théorique. Ok, tu vois. Et du coup, pour trouver cet équilibre-là, nous, on a privilégié plutôt le format micro-learning vidéo. Le micro-learning vidéo, il permet d'aller droit au but, d'adapter facilement le discours en fonction des apprenants. On appelle ça des avatars ou des personas. Et puis, à côté de ça, ça peut être décliné d'une manière beaucoup plus flexible pour que ce soit donné dans le temps, d'une manière avec tout un parcours, quoi. Le parcours de montée en compétences, il est jalonné et dimensionné pour que ce soit cohérent sur la durée de la formation.
en fonction, bien sûr, de ce que je dois faire sur le terrain. Et là, la difficulté, Paul-Adrien, c'est que ça prend du temps pour créer tout ça. Ça prend du temps, vraiment. Et c'est pour ça que aussi, enfin, on a créé. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent avec l'intelligence artificielle pour créer des vidéos, etc. Et nous, on a créé le nôtre. Il s'appelle Training Factory. Et dans ce training, et on a entraîné ce Training Factory. On a mis toute notre expertise en intelligence pédagogique pour que le rendu soit le plus adapté pour l'apprenant. Et Laurent, il pourra en parler mieux que moi, parce que c'est sans bébé. Et l'objectif, c'est que qu'on puisse créer le meilleur parcours possible à l'apprenant en minimisant le temps nécessaire pour les experts ou pour les créateurs de ce contenu-là. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on faisait en 3 jours, on le fait aujourd'hui en 3 heures. 3 jours, 3 heures. Ouais, donc en fait, c'est justement pouvoir décliner des formations issues des différentes procédures adaptées aux différents niveaux, c'est ça? Ouais, Laurent? Exactement. C'est exactement ça. En fait ça. beaucoup, et du coup, l'outil nous permet d'aller vite là-dessus. Tu disais, Laurent? Oui. Mais c'est exactement ça. Le point, c'est qu'en fait, l'outil, il va faire beaucoup de choses pour vous. Il a besoin seulement de 3 points d'entrée. Il a besoin que vous lui décriviez le persona dont parlait Wael tout à l'heure, hein, à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un opérateur? Est-ce qu'on s'adresse à un manager? Donc, on décrit le profil de la personne. Ensuite, on va lui dire quel est le contexte de la formation qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut que l'apprenant retienne à la fin. C'est quoi les éléments importants qu'il doit retenir à la fin de notre vidéo de formation. Et enfin, on lui donne ce qu'on a appelé un corpus documentaire, donc une série d'informations. Typiquement, ça peut être votre procédure hein, et tous les éléments qu'il y a autour. Et à partir de ça, il va vous proposer un script, il va vous proposer d'enregistrer l'audio, il va vous proposer une présentation qui va venir en support du script pour aider les gens à mémoriser, et il va vous créer la vidéo avec un avatar qui raconte tout ce qui a été dit. Et donc, une fois qu'on a fait les 3 éléments de base et qu'on les a bien réfléchis, après, il s'agit de valider le contenu parce qu'on veut quand même être sûr que tout ce qui est dit dedans, on forme pas à des choses fausses. Hein, y a rien de pire que former à quelque chose de faux. Donc, on valide tout le contenu, on vérifie tout et on a notre vidéo à la fin. Et c'est ça qui fait que là où on faisait tout à la main et qui nous prenait 3 jours parce que on devait se filmer, on devait faire le montage, on devait faire rédiger le script, faire un PowerPoint à projeter en fond, etc. Ben, on a réduit tout ce temps-là à 3 heures parce qu'en fait, on a gardé que ce qui fait le fond de l'expertise humaine, hein, c'est-à-dire d'écrire à qui on parle, de quoi on veut parler et valider le contenu. Et puis tout le reste, on a délégué. Je sais pas si pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, avec Arnaud, on parlait il y a quelques épisodes justement d'une méthode pour diffuser plus efficacement les modifications de procédure, où là avec c'était juste on modifie et puis on envoie ça en signature et puis les gens font ah ok c'est bon j'ai lu j'ai signé et personne finalement prend en compte ce qui a vraiment été modifié. Alors ça, et on avait dit justement que idéalement ce qu'il faudrait faire c'est faire une petite vidéo même sous format enregistré PowerPoint sur les modifications pour expliquer ce qu'on a voulu modifier pour que ça soit vraiment pris en compte. Là du coup avec ça c'est super simple quoi. Alors, pour le coup, pour ton exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, beaucoup d'expertise, ça prendrait une demi-heure, quoi. Enfin, ça vaut le coup de tester, mais enfin, quand je projette par rapport à l'utilisation, je précise ce que je change, il me fait mon discours, c'est une vidéo de 2-3 minutes, je illustre ça, soit on a les images, les photos terrain, soit on va l'illustrer avec des choses qui vont bien pour renforcer le message, mais ça sera en tout cas beaucoup plus rapide à créer qu'un contenu de formation qui doit reprendre des concepts plus élaborés. Mais oui, effectivement, j'y avais pas pensé en termes d'usage, mais c'est extrêmement intéressant, ça peut aller très très vite avec ça. Parce que l'usage de base que vous voyez, vous, c'est plutôt... en fait, là où j'avais des pain points, moi, c'est lorsque, par exemple, je dois former les gens au BPF et que j'ai la culture et la conviction que les BPF doivent être déclinés par avatar ou par persona et doivent être déclinés
par métier, ça en fait vite, et par chapitre. Bah, en fait, si j'ai 5 avatars pour les BPF généraux, donc 5 fois 9 chapitres, ça me fait 45 si je calcule bien. Plus deux profils pour les BPF par métier, fois X métiers, les 5 ou 6. Et du coup, vite fait, ça me fait 70 vidéos à créer, quoi. Ça, c'est 70 juste pour les vidéos à BPF. créer, Ouais, c'est lourd. C'est lourd parce qu'il faut créer les scripts, il faut créer les présentations qui vont bien, etc. Et là, pour le coup, avec l'outil, on divise par 10, quoi. Ouais, une fois que tu as fait le premier boulot et que tu as les avatars. Vas-y, Laurent. Mais j'allais dire, c'est important ce que tu dis, Wael, parce que ce que ça dit derrière, c'est qu'on n'a pas fait cet outil pour gagner du temps, juste pour aller plus vite. On a fait cet outil pour gagner du temps, pour permettre de faire plus de contenu et du coup pouvoir adapter le contenu au profil. Le but, c'est pas de gagner du temps juste pour gagner en rentabilité, etc. C'est vraiment de gagner du temps pour permettre de créer des formations qui vont être le plus proche possible de notre profil apprenant. Ce qui, forcément, si on prend 3-4 jours par formation, si on doit en faire 70, on finit par pas le faire. Tandis que si on est à 2-3 heures, c'est plus le même débat. Et donc, on peut choisir de dire, OK, ça va suffisamment vite pour que j'adapte mon message. Et on sait tous qu'un message qui est adapté et qui nous est adapté, on le retient beaucoup mieux qu'un message qui est générique et qui n'a pas de sens pour nous. Ces formations qui vont plus toucher finalement les personnes, justement, qui vont plus donner du sens à la personne qui va la regarder et donc qui vont être beaucoup plus efficaces dans leur transmission, quoi. Oui, en fait, c'est le premier point de départ. Ça serait intéressant de parler de la courbe d'apprentissage de l'adulte. On le fera une fois. Ça serait le premier pas à faire dans le parcours de montée en compétences. Le premier pas, c'est d'avoir les notions théoriques. Et pour avoir les notions théoriques, ça passe par un certain nombre de concepts que nous, on a mis, en tout cas dans notre méthodologie au niveau de ce Training Factory pour que le message soit le plus adapté possible. Mais une fois que tu as fait cette partie théorique, qui peut être plus ou moins blindé aussi, ça n'empêche pas de faire des formations en salle, ça n'empêche pas de faire des choses complémentaires pour renforcer les messages, typiquement sur l'habillage en aseptique, etc. Une vidéo, c'est jamais suffisant, on est d'accord. Investigation, déviation, une vidéo, c'est jamais suffisant, il faut faire plus de choses. Donc, et là, pour le coup, on limite les formations en salle, on ne les enlève pas. Il faut quand même renforcer certaines compétences critiques avec de la formation en salle. Et puis, ça prépare le terrain pour faire la formation pratique qui est basée sur la documentation. Et là, pour le coup, quand j'arrive, je n'ai plus besoin dans le document qu'on m'explique à quoi ça sert le cleaning, ou c'est quoi un autoclave, ou c'est quoi un stérilisateur, un isolateur, ou c'est quoi un conteneur de PTE. Non, j'ai la connaissance théorique, je sais quels sont les paramètres critiques là-dedans, je sais en quoi ça consiste, etc. Là, la formation pratique, elle commence avec de très très bonnes bases. Et là, pour le coup, j'apprends beaucoup plus vite sur le terrain parce que je comprends ce que je fais, je comprends à quoi ça sert ce que je fais. Ouais, c'est ça, pour arriver à là en partant de zéro... sans les bons outils, là, c'est chiant. Malheureusement, on fait face à ça. Tu sais, on a beaucoup parlé de la doc, mais c'est intéressant qu'on parle aussi du training. Un des indicateurs qu'on a développé aussi, c'est le taux de la formation efficace, le TEF. Et chez énormément de mes clients, je dépasse rarement les 10%. Ça sera probablement pour un prochain épisode parce que là j'avoue qu'on commence à arriver au bout de la demi-heure, mais c'est un bon teaser pour un prochain épisode en tout cas, ce taux d'efficacité de formation. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre temps et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.